faudrait quand même qu'on m'explique pourquoi pratiquement tous les trucs qu'on utilise pour faire des trous sont ronds et on s'obstine à faire des trous carrés. J'aimerais comprendre. Et salut les boiseux. Alors c'est la deuxième vidéo sur ce Rakassi, mais debout. Enfin debout. Il est en bois de fil, mais on le fait debout. De fil. La dernière fois on avait fait les trous carrés. Oui. Ce que j'avais dit, c'est que pour que ce soit un petit peu plus propre quand on rentre nos tenons, nos tenons qui sont comme ça, pour éviter en fait d'avoir des jours un peu disgracieux, je vais faire des espèces de rainures un petit peu, voilà. Donc c'est pour ça que là on voit que j'ai bien appuyé avec le tranchet. Alors normalement c'est le genre de choses qu'on fait avec la guimbarde et puis le ciseau à bois, mais j'ai pas de guimbarde, donc je vais utiliser le descendant de la guimbarde, puisque la guimbarde c'est l'ancêtre de la défonceuse. Alors c'est du petit, alors je vais utiliser plutôt la fleureuse. Voilà, là elle est montée avec une fraise de 8 mm. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher à peu près à 1 mm de mon trait de tranchet. Et ensuite, je viendrai finir de descendre ce qui me manque au ciseau, ce qui va m'éviter de faire des rainures trop larges à la défonceuse, parce qu'on n'est pas forcément très précis. Je pourrais faire des trucs précis, mais c'est pas le but. Donc voilà, je fais juste comme ça, et puis comme je préfère. Voilà. Donc ce que je vous suggère, si vous ne savez pas à quelle distance de votre règle vous vous situez, ce que vous faites, alors il n'y a pas de prise de tête, vous vous positionnez à peu près, on va dire comme ça, tac, voilà. Vendu. Là, je vais faire un trait d'équerre. Je viens positionner ma règle. Alors, comme règle, on peut prendre ce qu'on veut, pour peu que ce soit droit. C'est un peu le principe de la règle. Alors, je vais fraiser dans le mauvais sens, là, mais vu la taille de la fraise et de la défonceuse, je devrais pas être trop embêté. Voilà, et ce que je fais ensuite, c'est que je prends mon réglet et je viens mesurer la distance. Et là, j'ai 40,5 à peu près, quoi. Donc voilà, je vais compter 41, ça ira bien. De toute façon, je garde un petit peu de marge, comme j'ai dit. Et du coup, je sais à combien il faut que je me positionne pour être pas trop mal. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc pas besoin d'aller faire des mesures compliquées, de mesurer ce qui se passe ici. Enfin, c'est pas important, c'est pas intéressant. Vous faites comme ça. Et en faisant comme ça, la distance, vous la connaissez de manière un peu expérimentale, mais elle est juste. Alors le jour où vous en avez besoin, cette technique, elle marche aussi quand vous voulez faire une coupe avec une scie circulaire. Vous prenez n'importe quelle règle, faites une première coupe, vous mesurez à combien de la règle vous avez réussi à couper, et ensuite il ne vous reste plus qu'à marquer cette valeur dans un coin de votre tête ou sur la règle, et comme ça, vous n'avez plus qu'à faire une soustraction ou une addition. Sans oublier de boire un café, et sans oublier de compter l'épaisseur du trait de scie selon du côté où vous êtes. Voilà. Et comme vous voyez sur ces magnifiques images, j'ai laissé un petit peu. Et là, c'est le trait de tranchet, et à droite, il y en a encore un peu. Voilà, donc je fais l'autre, et puis ensuite, on va dégager ça au ciseau. Voilà, donc j'ai rangé la vilaine machine qui fait du bruit. Et maintenant, je
prends mon ciseau, je me cale dans le trait du tranché. Bon, il y a assez peu à enlever finalement. Voilà, il faut vraiment l'ajuster serré ça. C'est tellement serré que ça ne peut plus ressortir. Voilà, ben je fais l'autre et puis je vous retrouve après pour pas changer. Voilà, donc j'ai fait un montage à blanc. Là on voit l'arrière de l'étagère. Donc il faudrait que je fasse un zoom. Voilà, donc ce qu'on peut voir c'est qu'ici là c'est relativement propre. Hein. Donc ça va, ça c'est correct, ça me plaît bien. Même si c'est derrière. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, voilà, c'est que ici, en fait, ça reste relativement propre au niveau du montage. Voilà, ça c'est ce que je voulais. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement marquer l'arête ici, un de mes tenons avec mon tranchet. Donc voilà, je vais faire ça pour les 8, hein, puisqu'il y en a 4 autres de l'autre côté, forcément. Et non pas que je vais les recouper, mais je vais les chanfreiner. Et je vais donc me servir de ce trait pour savoir où doit s'arrêter mon chanfrein, parce que sinon, ça va faire un jour, hein, puisqu'on va avoir le chanfrein qui rentre à l'intérieur de la mortaise, ça va faire sale, pas faire joli. Voilà, donc après, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, j'ai démonté. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo sur la règle à faire les courbes, mais j'avais dit que les petits trous des vis, là, ils ne gênaient pas. Parce qu'en fait, je vais pousser une moulure là, et cette moulure, je l'ai testée. Donc, c'est cette fraise-là, hein, c'est ce qu'on appelle une doucine, que j'utilise, et j'ai fait un petit test sur une chute pour voir un peu ce que ça donne. Et ma foi, je suis assez content du résultat, ça me plaît bien. Donc, je vais pousser cette moulure-là tout le tour, sur les parties courbes, mais pas sur le dos. Hein, donc, sur la partie qui est droite derrière, je la laisse brute, puisqu'elle sera contre le mur. Voilà. Alors, ce choix esthétique-là, il est très discutable, hein, puisque à la base, je voulais quelque chose d'un peu rustique. Bon, là, pour le côté rustique, c'est mort. Voilà, bon, je suis pas très content parce que on voit encore un petit peu les trous des vis et j'espérais qu'on les verrait plus. Donc tant pis, ils vont rester. C'est une petite erreur de fabrication. Voilà, la prochaine fois, je procéderai autrement. Par contre, j'aime bien le résultat. Ouais, je trouve que ça fait assez chouette. Alors même si certains vont m'expliquer que c'est pour faire plutôt les dessous des panneaux, mais c'est pas grave ça. Voilà, je vais faire l'autre, qui se présente de la même manière, mais dans l'autre sens. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le profil de cette pièce-là. Cette pièce-là, en fait, elle va servir à appuyer le manche de la scie vers l'arrière. Alors, de ce que j'ai regardé, c'est approximatif, parce que bon, les manches sont à peu près toujours de la même, voilà, sont toujours un petit peu cette encoche là derrière. Et du coup, il faut que je fasse un quart de rond un peu gros d'un côté, hein, puisque c'est cette partie-là là, qui vient s'accrocher, et puis un petit peu plus petit de l'autre, parce que là, on n'est plus tout à fait dans le même
Hein, ici, là, voilà, je vais faire la plus grosse fraise que j'ai en quart de rond qui fait 19 mm de rayon. Et là, je vais faire un petit peu moins, ça va être sans doute du 10 mm. Et j'ai aussi calculé, alors, ce profil-là, pour que ce soit propre, je vais le rentrer un petit peu dans les montants, de la même manière que j'ai fait des rainures hein, pour les étagères. Ce qui signifie que je vais avoir en fait besoin de rentrer mes bouts là qui sont rectangulaires, et pour les rentrer proprement, pour pas avoir besoin de faire un arrondi, au ciseau ça va être compliqué, je vais laisser carré, donc je vais arrêter mes arrondis relativement près du bord. Et j'ai calculé que pour les arrêter près du bord, il fallait que je positionne une cale d'arrêt sur laquelle le roulement va venir buter. Je vous montre ça. Donc la cale d'arrêt, en fait, ce que je veux, c'est que ça s'arrête à mon trait il est là, et la cale d'arrêt, elle est à 19 mm, parce que j'ai calculé, on va voir si j'ai bon, que si le roulement est bute là, ici je vais avoir mes 19 mm. Voilà, 19 mm étant le rayon de la fraise. Et normalement, je devrais avoir bon. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette grosse fraise quart de rond, c'est celle que j'avais utilisée pour faire la bibliothèque. Donc je vais usiner jusque... allez, 3/4. Ensuite, je vais remettre une cale de l'autre côté, et puis même combat. Voilà, donc je suis arrêté un petit peu avant le trait que j'avais fait ici. Le trait qui est là, c'est pour le placement de la cale. Et éventuellement, je pourrais reculer un tout petit peu. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne pense pas. Donc si je veux m'arrêter ici, 19 mm de plus. Et le roulement va venir buter donc contre ce petit serre-joint. Et donc quand je vais venir poser les scies, alors là j'ai pas encore le quart de rond de l'autre côté, mais elles vont venir se reposer là comme ça. Donc je pense que dès que j'aurai fait le quart de rond de l'autre côté, voilà, on rentrera un petit peu plus. Et on sera pas trop mal. Bon, ça me semble pas mal. Et en plus, ça a naturellement tendance à la faire pencher vers l'avant. Donc je vais couper ça à la bonne longueur, 810 mm. Donc j'ai récupéré ma chute de sciage, et je m'en sers tout simplement pour tracer l'empreinte de mon morceau là. Comme ça après je pourrais faire ma découpe tranquille au ciseau, et puis avec la fleureuse. Voilà, et maintenant je vais prendre la fleureuse, je prends la même profondeur que tout à l'heure, et puis je vais essayer de nettoyer le mieux possible l'intérieur du rectangle qui est délimité ici, sans approcher trop les bords, puisque ça après je vais le finir au ciseau. Donc là il faut que je sois concentré, surtout de tomates. Voilà, alors je pourrais essayer de m'approcher plus, mais courageux mais pas téméraire, tu vois. Voilà, ça fait propre. Alors je vais finir de nettoyer le fond, parce que je suis pas encore tout à fait au fond, mais et tu sais que tant que tu touches pas le fond, faut pas t'arrêter. Voilà. Donc je finis ça, et puis quand c'est fini, je fais l'autre côté, et puis après on se retrouve comme d'hab. Donc tout à l'heure lors du montage à blanc, j'ai marqué d'un coup de trusquin ici, l'arasement. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que toujours avec mon trusquin, je vais venir mesurer
la hauteur de l'arasement. Voilà. Et une fois que c'est fait, je viens tracer en fait tout le tour là, à la même distance. Même si là c'est un peu acrobatique. J'espère que pour vous c'est bien visible. Et ça va me servir de repère, sachant que si j'ai la même distance dessus et sur le côté, bah forcément je suis à 45 degrés. Donc ça va me servir de repère pour venir avec le rabot de paume. Alors je vais peut-être plutôt me mettre dans ce sens-là, mais vous allez voir que mes doigts, ce qui est un peu normal. Voilà, il faut bien regarder souvent. Que des fois on croit qu'on est à 45, puis pas du tout. On a un peu de marge. Ce qu'il faut faire, c'est pas passer comme ça, mais passer légèrement en remontant. Ça fait des petits copeaux en guirlande comme ça. Et l'avantage, c'est que quand on fait ça, on a moins d'arrachement au bout là. Voilà. Donc après, je prends mon ciseau comme ça, puis je vais venir enlever ce qu'il y a de trop. Voilà, comme ça devrait être, j'espère que ça va être assez joli, quoi, quand ça va dépasser de l'autre côté. Voilà. Alors, du temps que j'y suis, parce qu'après je pourrais plus le faire, je profite pour passer un petit coup de racloir. Alors je sais pas si vous l'entendrez sur la vidéo, mais on entend comme une vibration. En fait, c'est parce que je suis en train d'enlever les ondulations de la raboteuse. Une fois que ce sera monté, ça sera très compliqué à faire. Comme j'ai pris des planches avec des nœuds un petit peu, il y a pas mal de contre-fils. Donc je fais ça, puis on se retrouve après, comme d'hab. Hein. Bon, je vais faire l'assemblage. Donc sachant que une fois que c'est assemblé, on ne bougera plus. Alors juste pour info, au dos des planches, là vous les voyez pas, mais j'ai des lettres repères. Donc là j'ai mis A, B, C, D, comme ça je sais qui va où et dans quel sens, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Donc là, par exemple j'ai A, ça c'est A, donc ça va comme ça. Ah, je pense que je ne vais pas filmer tout le collage parce que c'est pas super passionnant. Donc je finis d'assembler tout ça et puis encore une fois on se retrouve après. Donc le plus gros du travail est fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire des pièces qui vont être un petit peu comme ce qu'on avait fait pour le pédalboard, hein, donc avec une queue d'aronde de chaque côté. Et puis je vais les assembler derrière comme ça. Elles seront à la bonne longueur bien sûr. Et sur ces pièces-là, je viendrai mettre un tasseau assez large, on va voir pourquoi assez large, dans lequel je ferai des traits de scie. Hein, et comme ça, les scies viendront reposer, la lame de scie viendra reposer dans le trait de scie pour les ranger facilement. Je ne suis pas trop mécontent du résultat globalement. La poignée, elle vient s'appuyer là, et donc ma barre, il faudra qu'elle soit à peu près là-haut, hein, pour que ça soit un petit peu sympa, quoi. Voilà. Et voilà, la scie viendra dedans, quoi. C'est prévu comme ça. Donc je vais faire ces fameuses barres. Je vais en faire minimum 2, peut-être même 3. La raison est simple, hein, c'est que j'ai des scies qui sont de différentes tailles. Sachant que le tasseau qui va venir se fixer contre la barre en question, c'est un tasseau qui va être juste vissé, surtout pas collé, pour que je puisse l'enlever et faire des traits de scie supplémentaires dedans.
Sachant que ça c'est pour le côté facile, hein. Bon, pour toutes ces scies, on va pouvoir les reposer comme ça, sans problème, hein, sur l'encoche, il n'y aura pas de souci. Il faudra juste bien que je calcule sur quoi elle s'appuie, quoi. Là où ça devait devenir un tout petit peu plus compliqué, c'est que je vais aussi avoir des scies comme ça. Donc celle-ci aussi, bah, va falloir peut-être que je trouve un truc rond, et puis je le mettrai là, et puis elles viendront s'appuyer comme ça, voilà. Donc ça c'est pour ce genre de scie. Et ensuite, il y aura les scies japonaises. Donc les scies japonaises, généralement, elles ont un manche de section un peu ovale. Bon, ça devrait pas être trop difficile à faire, ça. Hein. Bon, pour cette partie-là, je vais pas beaucoup détailler. De toute façon, c'est exactement le même type de montage qu'on avait fait pour le pedalboard. Donc j'ai pris avec mon Truskin, hein, l'épaisseur de mes planches, voilà, pour faire mes traits d'arasement. Et puis, bon, après, voilà quoi. Donc, pour quelque chose qui soit précis, quoi. Voilà, je vais les faire toutes et puis on se retrouve après, comme d'hab. Hein, parce qu'il y en a 6. Voilà. Voilà, donc je vais reporter mes emplacements pour la traverse haute, là. Et puis, je vais tout simplement faire mes entailles. Donc, ce que je fais pour aller un petit peu plus vite, c'est que je prends ma petite scie à queue d'aronde, là, pour faire les deux entailles latérales, hein, les deux traits de scie latéraux. Et ensuite, je prendrai une scie japonaise un peu plus pour le débit, quoi, histoire de faire plein de traits au milieu, avant d'enlever le surplus. Ah, bien sûr, quand vous faites ça, vous ne vous mettez pas dans la trajectoire du ciseau comme ça. Hein, je me mets sur le côté, ce qui fait que si ça rip, je ne suis pas dedans. Hein, c'est important ça. C'est pas parce que c'est un outil qui fait pas de bruit que c'est pas un outil dangereux. Où je m'arrête. Bon, je fais pareil en face. Voilà, enfin, tout ça quoi. Parce que là, si je le rentre, je sais pas si je le ressors.
j'ai un petit jour là, pas bien gros. Voilà. Bon, bah, c'est pas parfait, hein, comme tout ce qu'on fait, il y a toujours des choses à redire. Je vais laisser sécher ça, puis après on va mettre un petit peu d'essie, parce que c'est quand même pas mal, c'est pour ça qu'on travaille. Bon, alors là, il n'y a rien de bien magique. J'ai tracé les traits, hein, puisque les scies vont venir s'enquiller dedans, comme ça. Ce que j'ai fait aussi là, c'est que j'ai fait une espèce de marque au trusquin, pour faire en sorte de ne pas descendre en dessous, parce que sinon après, j'ai plus de matière et ça tient plus. Et j'ai aussi pré-percé pour venir mettre les vis qui vont permettre de rendre les barres amovibles pour quand je voudrais rajouter des scies, je pourrais facilement remettre des traits de scie justement. Donc je vais prendre une scie qui a un trait assez large et j'espère que ça va rentrer la scie dedans, je vais vérifier après. Alors est-ce qu'elle y va ou est-ce qu'elle y va pas? C'est la question. Alors j'anticipe un peu la question qui va m'être posée. Pourquoi j'ai pas pris d'abord cette scie là? Parce que ça c'est une scie rip cut et pour scier en travers du fil c'est coton. Surtout qu'elle a des grosses dents celle-là. Tant pis, on va. Voilà. On va faire un petit chanfrein au ciseau. Je fais un peu plus propre. Comme ça, la scie viendra se mettre dedans. Peut-être que je ponce un peu à l'intérieur. Voilà, c'est bien comme ça. Ben, je fais les autres. Et après on monte tout ça. Voilà, donc j'ai fixé tout ça. Je ne vais pas filmer parce que bon, j'ai mis 2 vis, hein, ça va quand même. Oh merde. Bon, faudrait que je fasse aussi des traits de scie là. J'ai oublié. C'est rigolo ça. Donc, sinon ça gêne un peu. En soi, c'est pas super grave. Il faudrait que je fasse des traits de scie dans la barre du bas là, parce que ça gêne le passage des grandes scies. J'ai oublié ce détail. Ou alors que je coupe la barre du bas, mais ça m'embête un petit peu. Je sais pas, il faudra que je réfléchisse à ça. Bon, on va dire que c'est un détail de l'histoire, parce que quand même, voilà. Là, je peux mettre encore des scies. Je pense aussi qu'il faudra donc que je fasse l'adaptation dont j'ai parlé, hein, pour mettre les scies japonaises. Je sais pas encore exactement comment, mais voyez moyen. Hein, on va pas... Voilà, donc ça, il faudra que je pense aussi japonaise. De la même façon, il faudra que je fasse aussi une petite adaptation pour celle-là.
Bon, celle-ci, il faut pas grand-chose, il faudra juste en bas lui faire un petit trou cylindrique pour recevoir le manche. Comme ça devrait tenir sans problème. Ou peut-être même la surélever un petit peu, ce sera peut-être plus pratique pour l'attraper. À voir. Bon, en tout cas, je suis assez content. Je trouve que c'est joli, ça va être bien agréable. Alors j'ai laissé pas mal de place hein, parce que j'envisage, il m'en manque en fait. Déjà il me manque une scie à tenon, que j'ai celle-là, mais il m'en faudra une autre en fait. Pour les scies à queue d'aronde c'est pareil, c'est pas impossible que j'en achète une ou deux de plus. Dans les scies à panneaux, j'ai les rip cuts, il va me manquer les cross cuts, donc ça, il n'y a pas, faudra que je les prenne. Donc ça m'en fera deux de plus de toute façon. Et puis pour les scies japonaises, je vais voir. Sans doute sur les côtés, je mettrai une scie à chantourner. Hein, et les scies à chantourner à main, un petit peu comme ça là. Voilà, celle-ci, elle viendra donc sur le côté là. Je pense que je vais prévoir un système d'accroche. Je devrais pouvoir en mettre deux ou trois de chaque côté, en les attrapant par là. Puis là, je pourrais poser ma tasse à café parce qu'il faut quand même pas déconner. Ça, pour la finition, je pense que ça va être fondu récire tout simplement. Je sais pas si je vais mettre une teinte ou pas, j'hésite. À mon avis, non. De toute façon, l'érable, c'est un bois naturellement qui va jaunir un petit peu. Donc il va prendre son caractère au fur et à mesure. Voilà, donc pour des morceaux qui étaient plus ou moins destinés à ne pas être utilisés, bah, je trouve que c'est sympa. Voilà. C'est donc la fin de la vidéo sur le rack à scie debout en bois de fil. Enfin, en bois d'érable, mais de fil.